à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel AFDAS Décrypte. Un AFDAS Décrypte qui est consacré à la présentation d'une étude sur les grandes tendances d'évolution des modes de vie, des modes de consommation qui concernent les publics des secteurs adhérents à l'AFDAS, donc de vos secteurs. Ces évolutions à l'horizon 2030 et leurs impacts sur les métiers et les compétences. Alors, je suis Claire Piot, responsable observation et prospective de l'emploi à l'AFDAS. Et pour cette présentation, je suis accompagnée des représentants des cabinets d'études et de conseil qui ont réalisé les travaux. Pour la première partie, Rémi Oudguiri, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour à tous. Rémi Oudguiri, donc je dirige Sociovision, qui est une filiale de l'IFOP et qui est spécialisée en particulier sur toutes les études prospectives. Merci Rémi. Et Manon Meunier pour la deuxième partie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Manon Meunier du cabinet Solea, qui est spécialisé sur les sujets emploi, formation, compétences. Et nous avons travaillé dans le cadre de cette mission en partenariat avec les cabinets Credoc et Profil Culture. Merci Manon. Alors cette étude, elle a été réalisée à la demande des partenaires sociaux de l'ensemble des branches professionnelles adhérentes à l'AFDAS, réunies au sein du conseil d'administration. C'est la première fois qu'une étude au niveau national et sur l'ensemble des branches est réalisée. Et l'objectif était d'éclairer les grandes tendances qui sont à l'œuvre depuis une décennie, de voir celles qui seront toujours à l'œuvre à l'horizon 2030, d'analyser également l'impact de la crise sanitaire sur ces grandes tendances, et puis de voir quels sont les impacts ensuite sur les compétences et les métiers de ces grandes évolutions. Alors cette étude, elle a été réalisée avec le soutien de 3 ministères, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, le ministère de la Culture et le ministère des Sports, grâce à la signature d'un EDEC, l'EDEC Culture, Création, Communication, Sport et Tourisme, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, le PIC. Alors, juste avant de donner la parole à Rémi pour la présentation de cette première partie, je vous indique, mais vous avez l'habitude avec les AFDAS Décrypte, qu'un chat est à votre disposition pour poser vos questions. Nous répondrons aux questions peut-être à la suite des deux présentations. Sylvia, qui modère le chat, nous transmettra les questions et nous pourrons y répondre donc, à l'issue des deux présentations. Rémi, je te laisse la main pour la présentation de la première partie. Alors, on va parler de mode de vie et de consommation à l'horizon 2030. Alors, je vais peut-être rappeler quand même un point de méthode parce que pour accomplir l'ambition qui vient d'être rappelée par Claire, il fallait évidemment brasser une grande somme de données et surtout se poser un certain nombre de questions. Si on veut anticiper ce qui va se passer au cours des 10 prochaines années, il faut regarder évidemment l'évolution des modes de vie, des valeurs, mais il faut également regarder de près les types de populations qui seront les publics de demain. Hein, donc, il y a toute une recherche démographique que nous avons effectuée. La technologie, on sait qu'on vit depuis plusieurs années une accélération des transformations technologiques. Donc là aussi, à l'horizon 10 ans, comment tout ça va se passer. Et puis le cadre de vie, c'est à la fois l'environnement, la nature, mais c'est aussi le cadre réglementaire, c'est les enjeux internationaux et géopolitiques. Donc, on a véritablement regardé l'ensemble de toutes ces dimensions pour sélectionner toutes les tendances qui vont avoir un impact sur les secteurs, tous les secteurs, et ils sont nombreux, couverts par l'AFDAS. Alors, la matière première de ces analyses, c'est à la fois des données dont nous disposons chez Sociovision, puisque nous disposons notamment d'outils de suivi annuel des tendances en termes de mode de vie et de consommation, mais on s'est également nourri de travaux qui avaient pu être réalisés par d'autres organismes, par l'AFDAS elle-même, et puis on a également mené une série d'entretiens avec des professionnels ou des experts qui nous ont aidés à décrypter les tendances. Alors, justement, si on se projette à l'horizon 2030, nous avons retenu 5 grandes tendances. Alors, je précise tout de suite qu'il existe un rapport très complet sur tout ce dont je vais parler aujourd'hui en seulement une demi-heure. Donc, c'est un peu... bon, l'enjeu pour moi, ça va être vraiment de vous donner envie aussi d'approfondir tout ça. Donc, on a regardé de près la transformation des publics, donc tout ce qui concerne les populations de demain en termes démographiques, la fragmentation de la société, qu'on observe depuis un certain nombre d'années maintenant, la problématique du sens également,
Donc, il y a la transformation des publics, la transformation des pratiques également. Et dans la transformation des pratiques, l'élément le plus frappant, c'est évidemment la dématérialisation des usages, mais également la percée de l'écologie concrète, c'est-à-dire non plus l'écologie des discours, mais l'écologie des actes. Et ça, dans les 10 prochaines années, ça va être quelque chose qui va beaucoup influencer le cadre de vie. Les nouvelles pratiques de consommation, la problématique de santé, on l'a regardé de près parce qu'on a commencé cette recherche et dans un cadre qui était celui de la crise sanitaire, et il est évident que tout ça ne va pas s'arrêter d'un seul coup, et ça a transformé, ça a impacté vos secteurs. Et puis, il y a bien sûr la transformation des acteurs, alors, de vos secteurs en particulier, de celui des médias, qui ne cesse de se transformer, la réinvention des territoires, et puis le nouvel ordre géoculturel qui est en train d'émerger. Et puis, il y a un quatrième grand domaine qu'on a regardé de près, c'est le monde du travail, bien évidemment. Pourquoi? Pour essayer de comprendre les nouvelles trajectoires professionnelles. On vit là depuis quelques mois une accélération de tendance qu'on avait déjà observée lorsqu'on a fait ce travail, un rapport nouveau au travail qui se traduit concrètement par des questions de recrutement, de motivation, de repères, etc. Et puis bien sûr la question de la nouvelle génération. Voilà. Et puis il y a eu évidemment, on a été très attentif au choc sanitaire, parce qu'on était en plein dedans, comme je l'ai rappelé, mais a posteriori, ce qu'on observe bien, c'est que ça a été un laboratoire de nombreux usages, notamment pour tous les secteurs couverts par l'AFDAS. Je vous ai rappelé tout ça très vite. La façon dont on a procédé, c'est qu'on est parti de ces tendances, dont on sait qu'elles vont structurer vos univers, et on s'est interrogé, on a essayé de tirer le fil pour essayer de comprendre les facteurs de changement que ça a entraîné pour l'ensemble des industries couvertes par l'AFDAS. Alors aujourd'hui, on a fait une petite sélection des transformations qui nous paraissent les plus importantes, les plus significatives. Et je vais commencer concrètement par probablement la transformation la plus importante de nos univers, c'est la transformation numérique qu'on observe, qui a été accélérée au cours des 2 dernières années. Et puis bien sûr, puisque la plupart de vos métiers sont évidemment des métiers humains, la façon dont ça transforme, et ça va transformer le facteur humain. Alors, quelques données à partager avec vous. D'abord, pour donner un petit peu la mesure des transformations en cours, aujourd'hui, quand on regarde la façon dont les gens s'informent dans notre société, on s'aperçoit que si vous prenez la jeune génération, les moins de 25 ans, aujourd'hui, les réseaux sociaux les informent autant que la télévision, là où, quand vous regardez l'ensemble des Français, la télévision reste encore dominante dans la façon de s'informer. Ce que ça nous dit, c'est que c'est une évolution irréversible qui change complètement les usages et qui a un impact déjà, mais qui aura encore plus d'impact dans les années qui viennent. Autre élément très important, alors là, voilà une courbe qui est très éclairante sur ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années. C'est un exemple, hein, c'est l'exemple des gens qui nous disent qu'ils se contentent tout à fait de correspondre à distance avec leur banque. On s'aperçoit que c'est un mouvement de long cours. La courbe commence en 1998. Vous voyez que chaque année, ça a augmenté d'1 point, 2 points, 3 points. Et puis, vous voyez qu'il y a une accélération à partir de 2011-2012, qui est le moment où les smartphones se généralisent, les tablettes également, et les gens s'habituent à faire leurs opérations avec ces outils. Et puis, il y a une deuxième accélération qui est très nette, c'est celle du Covid, puisqu'on gagne en une seule année 10 points. Et sachez que ceci, quand les points sont atteint et acquis, il reste. C'est-à-dire que le palier franchi va le rester durablement. Donc, voilà un exemple de cette dématérialisation et qui pose un problème central, comme vous le savez, si vous prenez l'univers bancaire, les agences sont obligées aujourd'hui de se réinventer, beaucoup ferment, et c'est un enjeu qui dépasse, comme vous l'imaginez, le cadre de la banque. Alors, quand on parle de dématérialisation, il faut aussi voir que on est tous, autant que nous sommes, des producteurs de données, et chaque année, on produit de plus en plus de données parce que nos interactions se font de plus en plus via des outils numériques. Et donc, il y a un enjeu qui est déjà là, mais qui sera dans les 10 prochaines années un enjeu majeur et stratégique, c'est comment on gère cette donnée, à la fois pour la protéger, mais aussi pour l'utiliser, l'exploiter dans les pratiques. Et puis, si on se projette à 2030, il y a un autre sujet qui va
se poser dans les années qui viennent, c'est celui de la robotisation, de l'essor des intelligences artificielles. On a déjà aujourd'hui, quand vous sondez la population active française, un quart d'entre elles quasiment, et ce chiffre ne cesse d'augmenter, qui craint un jour d'être remplacé. Et donc, évidemment, quand on réfléchit au métier de demain, il faut avoir en tête que cette crainte est déjà là. Elle est encore d'ailleurs plus forte chez les plus jeunes, qui savent très bien que dans 10 ans, leur métier potentiellement aura complètement changé. La formation hybride, c'est aussi, quand on parle de dématérialisation, un des enjeux majeurs. Là, la crise sanitaire a véritablement entraîné une accélération de ces pratiques. On sait que la formation de demain sera complètement différente de celle qu'on a connue dans les décennies passées. Et la part de virtuel dans ces formations sera de plus en plus importante. Vous connaissez toutes les discussions qu'il y a actuellement sur les univers virtuels, dont le métaverse. Alors tout ça, je pourrais multiplier les exemples pour ceux que ça intéresse. Il y a toute une partie qui est consacrée à la transformation numérique et à ce que ça change. Mais je vais m'attacher maintenant à définir ce que ça transforme concrètement dans les univers couverts par l'AFDAS. D'abord, c'est le fait qu'il y a de nouveaux modèles économiques qui sont en train de se développer, ce qu'on appelle parfois la plateformisation de l'économie, et qui bouleversent les chaînes de valeur. Et dans vos industries et dans vos secteurs, ça a comme enjeu des enjeux commerciaux, des enjeux d'organisation, de gestion, de coordination, de supervision. Ce qui veut dire que plus on va aller vers 2030 et plus des compétences seront nécessaires pour affronter ces défis-là. L'économie de la donnée, elle se développe, elle se déploie de plus en plus. Les postes ne cessent de s'ouvrir pour ces compétences. L'enjeu sera de savoir collecter, de savoir structurer, de savoir utiliser ces données, de leur donner du sens, de pouvoir les raconter, de pouvoir les mettre en scène. Et tout ça, évidemment, c'est des compétences qui n'existaient pas et qui concernent là, pour le coup, tous les secteurs. Et puis enfin, il y a de nouveaux outils numériques aussi qui se développent et qui vont toucher un certain nombre de vos secteurs, l'audiovisuel, l'édition, la presse, les agences de presse, la publicité, le spectacle vivant, les casinos. Il va falloir maîtriser ces outils à des fins de narration, à des fins de scénarisation. Et là aussi, ce sont des compétences qui sont absolument importantes. Donc ça, c'est vraiment ce que la transformation numérique va changer. Et puis, je l'ai rappelé, il y a une dimension humaine qui est très importante, et plus plus la société va se dématérialiser, et plus la question de la valorisation du facteur humain va se poser, et va même être d'une certaine manière renforcée. Donc il va y avoir probablement une nouvelle valeur qui sera apportée aux expériences physiques. L'expérience physique devra se définir par rapport à cette virtualisation de nos pratiques et de nos interactions. Ça veut dire que concrètement, il y aura besoin peut-être de réinventer, de créer de nouvelles expériences concrètes avec des dimensions de relations qui seront peut-être enrichies par le numérique. La sensorialité sera d'autant plus importante que les gens passeront une grande partie de leur temps devant des écrans, les notions d'émotion, de partage, d'apprentissage, tout ça, évidemment, ce sont des compétences pour certaines qui sont tout à fait nouvelles. Et puis, bien sûr, j'ai parlé de la robotisation, plus des tâches seront de façon croissante exécutées par des machines, plutôt que par des humains, ça demandera à redéfinir la place de l'humain dans cet univers. D'abord, ça va transformer certains emplois, et donc, parmi les compétences attendues, il y aura cette articulation entre l'homme et la machine, en termes de conception, d'exécution, de décision. Et puis surtout, il y aura une revalorisation des compétences humaines. On en parle depuis pas mal d'années maintenant, mais ça, si on se projette à 10 ans, c'est une évidence. La relation à l'autre, la créativité, la capacité aussi à faire travailler des gens au profil varié, tout ça va requérir des exigences dans tous les secteurs que couvre l'AFDAS aujourd'hui. Donc on voit que la dématérialisation de notre société va avoir des conséquences majeures et va complètement bouleverser le champ des compétences. Alors, parmi les autres facteurs de changement que nous avons regardés, les tendances que nous avons regardées, c'est évidemment l'évolution des valeurs et des pratiques. Alors d'abord, si on se projette à 2030, et ça vous le savez parce que ça fait des années que l'on anticipe, c'est que le vieillissement de la société va se poursuivre, l'espérance de vie continue légèrement d'augmenter, mais en 2030, plus d'un quart de la population, ou près d'un quart de la population française aura plus de 65 ans. Donc ça veut dire que c'est aussi un vieillissement des publics, avec des exigences qui ne seront peut-être pas les mêmes, avec des attentes qui ne seront pas les mêmes, et donc une transformation qu'il faut bien avoir en tête. Si on reste sur le plan démographique, il y a également, et ça parfois on l'oublie, mais nous sommes dans une société où il y a de plus en plus de foyers seuls. C'est-à-dire que vous prenez 100 foyers français aujourd'hui,
environ 35% sont des gens qui vivent seuls. Et c'est une tendance, comme vous le voyez, ce sont des chiffres de l'INSEE qui, si on les projette à l'horizon 2030, vont continuer à augmenter. Et il va arriver un jour, d'ailleurs, où près de 50% de la population française sera composée de foyers seuls. Ça change également les modes de consommation, les besoins, les attentes, bien évidemment. Alors, il y a un autre phénomène qui nous a été rappelé d'ailleurs par la récente élection présidentielle et puis d'ailleurs les élections législatives là, qui viennent de se passer, c'est qu'on est dans une société où une partie des gens ont le sentiment de décrocher. Et là, vous le voyez très bien à travers les chiffres que vous avez à l'écran. Quand vous prenez les Français d'il y a une dizaine d'années, en 2008 très précisément, vous aviez 70% des gens qu'on a interrogés dans nos enquêtes qui disaient qu'ils appartenaient, qu'ils se sentaient appartenir à la classe moyenne. 10 ans après, c'est 60%. Et vous voyez que dans le même temps, ceux qui se définissent classe modeste sont passés de 23% à 36%, ce qui est absolument considérable. Dans la réalité, il ne s'est pas produit un effondrement de l'économie, mais dans les têtes, manifestement, il s'est passé le sentiment qu'on avait de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, comme on dit familièrement. Mais ce sentiment de déclassement, il est clair qu'il est là pour longtemps. D'ailleurs, un de nos collègues à l'IFOP, Jérôme Fourquet, a écrit un livre là-dessus, L'archipel français. L'archipel français, vous le voyez à l'écran, de façon simplifiée, c'est-à-dire quand on regarde aujourd'hui la société française, qu'on étudie ses valeurs, ses comportements, ses aspirations, c'est l'impression qu'il y a 4 grands courants au fond. Il y a le gros courant, c'est celui de ceux qu'on appelle nous les déclassés, c'est-à-dire des gens des milieux populaires ou d'une partie de la classe moyenne, 42% en tout, la classe moyenne justement qu'on vient de voir, qui se sont plus appartenir à la classe moyenne, et ça forme une partie non négligeable de la population. C'est celle qui prend de plein fouet en ce moment la hausse de l'inflation. Vous avez en bleu 25% de la population que sont les nostalgiques identitaires, ceux qui considèrent que la seule solution réside dans le retour aux valeurs du passé, qui cultivent une nostalgie de la France des 30 Glorieuses et qui sont souvent très soucieux et inquiets de l'identité française. En vert, vous avez ceux qui considèrent qu'il faut au contraire aller plus vite, plus loin, plus fort vers ce qu'on appelle aujourd'hui la planification écologique, donc qu'on change nos modes de vie, qu'on écoute les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat et tout type d'organisation, le GIEC, etc. Et donc, il faut changer radicalement nos modes de vie. Ce sont les partisans de la transition écologique, à 22%. Et puis enfin, une partie de la population, ce sont les élites pragmatiques qui se caractérisent par le fait qu'elles échappent un peu à toutes ces problématiques et elles sont finalement, elles profitent au fond de cette situation parce qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le monde d'aujourd'hui. Donc, ces 4 blocs que vous voyez correspondent à la France d'aujourd'hui où chacun regarde soit vers le passé, soit vers l'avenir, soit pour certains n'ont même pas cette possibilité, ils sont dans le quotidien, des factures, des fins de mois difficiles, etc. Et cet archipel français, on le retrouve également dans le monde du loisir, c'est-à-dire qu'on retrouve aussi des clivages. Alors, pour simplifier, on voit une France, la France pour qui le temps libre, c'est d'abord et avant tout faire attention à ses dépenses, se faire plaisir, mais sans dépenser trop, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent à consacrer au poste loisir. Donc, c'est plutôt des activités valeurs sûres. On bouge relativement peu. Ce sont ceux qui ne sortent pas de France et voire qui ne voyagent pas beaucoup, y compris en France, qui sont plutôt dans des loisirs de type familial, de type convivial, très, très, très centré autour de la famille. Et puis, il y a une autre France, une France qui voyage à l'intérieur de la France ou en dehors de la France, qui se caractérise par des attentes fortes de tourisme, des exigences également, en termes d'infrastructures, en termes d'hôtellerie, en termes de restauration, en termes de sport, etc. etc. Donc, c'est important de voir que quand on réfléchit à 2030, ne jamais oublier que nous sommes déjà dans une France clivée et que l'un des grands enjeux de demain, ce sera comment fera-t-on pour éviter que la fracture n'augmente, d'autant que, là encore, si on prend, et la plupart des secteurs qui sont couverts par l'AFDAS répondent à une problématique de sens, dans notre société, on est passé en une vingtaine d'années de un quart de la population qui a l'impression que sa vie manque de sens, à aujourd'hui, vous le voyez, 33%, un tiers. Donc, il y a aussi besoin de répondre à cette demande de sens qui a été exacerbée pendant la crise sanitaire
puisqu'on a pu observer pendant la crise sanitaire une réflexion sur les métiers qu'on faisait, la vie qu'on menait, le futur qu'on envisageait. Et ce qui donne à l'arrivée, quand on sort de la crise sanitaire, près d'un quart des Français, et ce chiffre ne cesse d'augmenter, qui envisagent de changer de métier ou de changer de travail. Alors évidemment, pour l'instant, ceci ne s'est pas transformé exactement, parce que 23%, ça serait une révolution, mais on voit déjà, il y a des problèmes de recrutement dans tous les secteurs, que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, mais également dans certaines industries, dans les secteurs informatiques, etc. Et donc tout ça, évidemment, doit être pris en compte dans une analyse prospective. D'autant qu'une nouvelle génération arrive. Il y a 20 ans, certains salariés, ou une grande partie des salariés étaient prêts à sacrifier une partie de leur vie personnelle pour leur travail. Aujourd'hui, le rapport s'est inversé. La jeune génération est prête à sacrifier son travail pour sa vie personnelle. Et ce changement, il est très important à intégrer, parce qu'on ne va pas revenir en arrière, ne nous y trompons pas, c'est une tendance de fond, un basculement, un changement générationnel. Et donc, ça veut dire également que ça va avoir des impacts, ça a déjà, mais ça va avoir de plus en plus d'impact sur le recrutement, les compétences, les éléments de motivation, etc. etc., etc. Et puis enfin, une dernière, parmi les évolutions aussi que je voudrais mentionner aujourd'hui, parce qu'elle est importante, elle nous frappe, c'est la montée lente, mais assez solide du socle de gens qui désirent être indépendants. Sachant que les indépendants sont minoritaires, comme vous le savez, mais dans vos univers, il y en a un certain nombre. Et ce rêve d'indépendance, quand même, il est de plus en plus là. Et donc, il y a aussi des attentes qui vont se poser quand on se place à l'horizon 2030. Voilà. Et puis, enfin, il y a un autre élément que je voudrais mentionner quand on regarde l'évolution des valeurs, des pratiques des Français au cours de la période récente. Alors, c'est vrai que la particularité de la crise sanitaire, c'est que les gens ont été, pendant des longs mois, à cause des confinements, à cause des couvre-feux, étaient obligés de rester chez eux, en quelque sorte, ou en tout cas de rester dans leur quartier, leur commune, leur territoire. Et alors, à toute chose, malheur est bon, c'est-à-dire qu'ils ont redécouvert, finalement, pour une grande partie d'entre eux, les charmes que pouvaient avoir leur propre territoire, leur propre quartier, pour certains leur propre logement, mais ça a eu un impact, c'est que les gens ont compris que finalement ils avaient eux-mêmes un impact sur leur territoire, et on le voit à travers nos chiffres qui ont beaucoup progressé pendant le Covid, des gens qui se disent finalement je peux faire bouger les choses, non pas en votant pour un candidat lointain, mais quand simplement je fais quelque chose au niveau local. Alors tout ça, ça a des implications, toutes ces évolutions que je viens de rappeler rapidement. D'abord, dans votre univers, l'autonomisation des individus. Il y a de plus en plus, donc j'ai parlé de ce rêve d'indépendance, mais il se traduit dans beaucoup de vos univers par des nouveaux acteurs qui arrivent, autonomes, indépendants, qui produisent du contenu, des offres qui ne sont pas cadrées, mais qui posent la question évidemment de cette figure hybride qu'est l'amateur pro, qui est à la fois très doué parce qu'il maîtrise un certain nombre de techniques, je pense en particulier toutes les techniques numériques, mais en même temps qui est amateur parce qu'il ne passe pas par les circuits traditionnels, et donc ça pose des problèmes de statut, de formation, de droit d'auteur, de mode de diffusion. Il y a aussi un enjeu de légitimité qui joue directement sur les professionnels, parce qu'à côté des professionnels, il y a de nouveaux profils alternatifs qui apparaissent, plus amateurs, et des amateurs, des autodidactes qui souvent ont des sources de revenus assez conséquentes. Donc ça, c'est un des grands enjeux qui touche l'audiovisuel, l'édition, la presse et les agences de presse, la publicité, le sport et le spectacle vivant. Il y a la fragmentation des publics dont j'ai parlé, la polarisation. Et ça a un enjeu important pour les prochaines années, c'est de mieux comprendre le public, parce que ce public, de loin, il paraît homogène, de près, il est très, très divers, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il y a une connaissance de ce public, jusqu'où il faut cibler, quel est l'enjeu de rassemblement de ces différents publics. Il y a la crise de sens dont j'ai rappelé. Alors vous êtes, quel est le sens des activités de temps libre dans une société qui doute, dans une société qui est en pleine transition? Et puis enfin, il y a la société du principe de précaution et du risque zéro. Ça, c'est un héritage à la fois de la crise sanitaire, mais aussi d'une tendance de fond qui est de facto, les gens prennent de plus en plus en compte leur propre santé, sont de plus en plus attentifs à ça. Et ça crée encore des enjeux d'accueil, d'accompagnement des publics, la santé, la sécurité sanitaire, etc. Pour ce qui est du spectacle vivant, par exemple, du sport, des casinos, ce sont évidemment des enjeux importants. Donc tout ça, c'est évidemment un monde qui se redéfinit sous la pression de toutes ces tendances dont j'ai parlé, et qui oblige évidemment à faire évoluer le champ des métiers
et des compétences. Et puis enfin, il y a un dernier sujet que je voudrais aborder, évidemment, on est en plein dedans aujourd'hui, c'est celui de la transition écologique. Alors c'est un sujet qui est très important parce qu'il touche là, pour le coup, tout le monde, hein, toute la société, tous vos secteurs. Alors ce qui est important, c'est de voir que sur la longue durée, il y a une prise de conscience de la population, hein, de plus en plus de Français sont conscients que, par exemple, le dérèglement climatique les oblige à changer leur mode de vie. Hein, on est passé de 25% il y a 20 ans à plus de 50% aujourd'hui, et ça va continuer évidemment à augmenter. Donc il y a cette conscience qui est déjà là dans le public. Et puis il y a aussi cette désillusion par rapport à la mondialisation. Là, je pense que c'est un tournant, hein. Rappelez-vous, il y a une vingtaine d'années, la mondialisation, c'était ce qui allait la mondialisation à la fois commerciale, numérique, culturelle, allait rapprocher les gens, permettre une croissance économique, apaiser les tensions dans le monde. Bon, 20 ans après, je crois qu'on est tous d'accord, le constat n'est pas tout à fait celui-là. On est plutôt dans l'aggravation des tensions. Et vous voyez que la mondialisation, en France en tout cas, a beaucoup baissé dans l'estime des Français. En fait, aujourd'hui, comme vous le savez, et je voudrais vous montrer ces chiffres parce qu'ils sont en soi très éloquents, aujourd'hui, c'est ce qui est local, c'est ce qui est national, c'est ce qui est proche, finalement, qui a de la valeur. Dans les années 90, comme vous le voyez sur cette courbe, un Français sur deux avait confiance dans les produits français, autant dire qu'ils lorgnaient plutôt vers d'autres produits asiatiques ou américains. Et aujourd'hui, vous voyez que c'est au contraire une tendance de fond qui a été renforcée par les évolutions qu'on vient d'observer. Donc là aussi, évidemment, la transition écologique, elle a beaucoup d'impact sur vos métiers. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir ? Mais déjà, c'est que de toute façon, indépendamment de la prise de conscience des publics, il y a de nouvelles réglementations et de nouveaux objectifs en matière de développement durable qui sont prises. On a vu il y a quelques jours l'adoption au niveau européen de l'interdiction des voitures thermiques à l'horizon 2035. Bon, ce genre de mesures, dans tous les domaines, dans vos univers également, vont se multiplier dans les années qui viennent. Et ça voudra dire qu'il faudra revoir pour tous vos secteurs, les étapes de la chaîne de valeur, que ce soit au niveau de la création, de la production, de la diffusion, de l'accueil des publics, avec un enjeu, aujourd'hui on parle beaucoup de sobriété, l'enjeu qui sera de minimiser la consommation des ressources. Et puis, autre point important, et ça c'est plutôt une opportunité, c'est le retour en force de la sphère locale. C'est une opportunité pour le spectacle vivant, pour les casinos, pour le sport, pour les organismes de tourisme, pour l'hôtellerie de plein air, parce que je vous l'ai montré, hein, il y a une conscience locale qui a été ravivée par la période récente, et ça crée des opportunités pour proposer des offres de proximité et pour justement s'installer durablement dans ce champ-là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur tous ces sujets. Alors, évidemment, j'ai été rapide sur la plupart. Sachez que pour tous vos univers, sans exception, que ce soit les télécommunications, la communication, les industries et les industries créatives, les médias, les loisirs, le divertissement, tout ce qui concerne le sport, etc., etc. Nous avons travaillé sur les implications concrètes de tout ce que je viens de vous dire, et nous avons également approfondi toutes ces tendances dont je vous ai donné quelques exemples. Donc, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à approfondir ces différents sujets. Oui, merci Rémi. Comme tu l'indiques, tu n'as présenté qu'une petite partie des analyses très riches qui existent et qui sont accessibles sur le site des observatoires de l'AFDAS. Nous redonnerons le lien du site en fin de projection, c'est observatoire.afdas.com. Pour la continuité du propos et la cohérence, je propose qu'on passe tout de suite à la deuxième partie, et donc à l'impact de ces différentes grandes tendances d'évolution sur les métiers et les compétences, avec Manon. Oui, effectivement, donc notre travail se place en aval de celui réalisé par Sociovision. Et la mission qui nous était confiée, c'est finalement de traduire la manière dont ces changements sociétaux vont impacter les métiers et les compétences du périmètre couvert par l'AFDAS. Donc notre mission a été structurée autour de 3 grands objectifs. Donc un premier objectif qui était de s'approprier tout le riche travail mené
dans le cadre de la première partie de cette mission, donc l'étude prospective sur l'évolution des modes de vie consommation. Ensuite, d'en formuler une analyse prospective en termes de métiers, de compétences, comment ça va bouger, pour quelle famille de métiers ça va bouger. Et puis enfin, d'identifier des outils qui pourraient être utiles pour à la fois les partenaires sociaux, les entreprises et les salariés du périmètre de l'AFDAS pour penser ces évolutions et puis les accompagner du mieux possible, tant du côté entreprise que du côté salarié. Alors pour répondre à ces 3 objectifs, on a mené un important travail documentaire, bien sûr les travaux de Sociovision, mais aussi l'analyse d'un très important corpus qui nous avait été mis à disposition. Donc ça nous a permis d'aboutir à la formulation de 5 notes sur l'évolution des compétences, où à chaque fois on revient précisément sur les évolutions à l'œuvre, la manière dont ces évolutions impactent les activités et les compétences, et puis on essaye d'identifier à chaque fois, pour chacun de ces lots de compétences, des compétences d'avenir qui semblent un peu tendance, ou en tout cas dont on aura encore besoin dans les années à venir, et puis des compétences un peu plus sensibles, c'est-à-dire sur lesquelles on s'appuiera moins dans les années à venir, et pour construire des transitions professionnelles et pour développer l'activité. Nous avons également illustré ces tendances par la définition de parcours de mobilité. Donc ces parcours de mobilité, en fait, ils présentent étape par étape la trajectoire de Madame B et Monsieur C, par exemple, qui travaillent sur le périmètre de l'AFDAS, sont sur un poste ou ont un projet qui nécessite d'adapter leurs compétences pour maintenir en tout cas leur employabilité dans les années à venir. Et nous avons décrit très précisément les étapes, les outils de financement de la formation professionnelle par lesquels il fallait qu'ils passent, et puis le poste, ou en tout cas les compétences que ça leur permettait de développer à la fin. Alors de la même manière que Rémi, l'ensemble de cette présentation est disponible dans un petit rapport d'une centaine de pages, donc évidemment on va vous faire là une restitution beaucoup plus ciblée et centrée sur les éléments saillants. Alors, premier point important à vous présenter, c'est la manière dont on a défini les compétences qui allaient être le plus impactées par les évolutions et les transitions à l'œuvre. Donc, on est bien sûr reparti des travaux de Sociovision qui nous ont permis de voir qu'il y a finalement 5 catégories de compétences. On a appelé ça, dans le cadre de notre mission, des lots de compétences qui allaient être particulièrement impactés par toutes les évolutions qui sont en cours. Par exemple, le premier bloc de compétences qu'on a identifié, c'est celui de la transition écologique. Donc celui-ci, il ressort évidemment très naturellement de l'intérêt grandissant du côté de tous les citoyens pour l'écologie en général, et puis les éco-comportements de manière plus précise. Il provient également de l'évolution du rapport au travail. Tout le monde cherche un travail avec un peu plus de sens, et on attend aujourd'hui de son employeur qu'il donne des gages en termes d'engagement, notamment sur le champ de la responsabilité sociale des entreprises. Et ça implique pour les employeurs de travailler en fait une forme de marque employeur pour développer leur attractivité. Et puis, puisqu'on a toutes ces tendances donc, qui forment un lot de compétences transition écologique, ça va impliquer aussi pour les entreprises et les structures du secteur, des différents secteurs du périmètre de l'AFDAS, d'inclure dans leur manière de travailler des nouveaux produits, que ce soit pour confectionner des repas ou encore pour alimenter les presses dans le secteur de la presse. Donc, premier gros lot de compétences, celui de la transition écologique. Le deuxième lot de compétences, c'est celui de la transition numérique et des nouveaux usages. Donc, Rémi vous en a longuement parlé. On a quand même 2-3 machines qui viennent nous aider dans la manière dont on travaille. La dématérialisation des échanges, des relations au travail, voire du management, a été largement accélérée avec la période de crise sanitaire et puis les confinements successifs que nous avons tous connus. Et ça impacte évidemment le périmètre de l'AFDAS comme toute l'économie française de manière beaucoup plus large.
Toujours dans le cadre de ce type d'études, on a un questionnement sur les lois, les normes et la réglementation qui font aussi bouger très grandement les métiers et les besoins en compétences. Donc, sur la période récente, c'est la RGPD, les éléments liés à la cybersécurité. Ça peut être également les sujets liés aux droits d'auteur ou à la propriété intellectuelle qui ont un petit peu bougé sur la période récente, ou encore les sujets liés à la sécurité sanitaire et physique des lieux qui accueillent des publics. Quatrième lot de compétences qu'on a repéré dans le cadre de nos travaux, c'est celui de la gestion de projet, d'événements et de structures. Alors là, on est sur un lot de compétences qui concerne plus ou moins les secteurs et les entreprises du périmètre couvert par l'AFDAS. On est sur un périmètre où on a une très large partie de très petites entreprises ou de petites structures, mais on a également des très grandes entreprises très largement structurées dans de grands groupes. Donc là, on est plutôt quand même sur les petites structures qui sont les plus impactées par ce lot de compétences. Et puis le dernier, Rémi, vous l'évoquez tout à l'heure, hein, on a une fragmentation de la société française, de plus en plus de foyers solo. Et ça, bien sûr, ça génère des évolutions, des attentes des publics, des clients, dans à la fois leur accès à la culture, aux loisirs, plus largement aux services. Et par rebond, les entreprises et les structures du périmètre de l'AFDAS doivent adapter leurs offres le plus possible pour la rendre quasiment personnalisée, individualisée, en tout cas au plus proche des attentes des publics et clients de votre secteur. Alors, dans le cadre de nos travaux, on a commencé par identifier la manière dont, plus finement, cette grosse catégorie de compétences pouvait être traduite en compétences réelles à maîtriser demain par les salariés du périmètre couvert par l'AFDAS. Donc, ces compétences, elles peuvent se ranger en trois catégories. On va avoir les compétences de niveau stratégique, donc qui vont plutôt concerner les métiers de direction, d'impulsion, voire de management intermédiaire, où tout le sujet va être de s'approprier ces changements, de se faire appuyer par peut-être des fonctions plus techniques quand elles sont disponibles dans la structure ou l'entreprise dans laquelle on travaille, pour les traduire en orientation, plan d'action concret pour sa structure. Donc c'est particulièrement prégnant ça sur le volet de la transition écologique, mais aussi de la transition numérique ou encore de l'évolution des attentes des publics et par conséquent des offres qu'on doit faire bouger. Donc pour ces compétences d'ordre stratégique, il va falloir un peu structurer les attentes et puis ce qu'elles vont impliquer. Il va falloir identifier les impacts sur son organisation de ces nouvelles réglementations, de ces nouvelles modalités de travail, de ces nouvelles attentes des consommateurs, et puis piloter dans la durée à la fois la mise en place de nouveaux process, de nouvelles offres, mais aussi plus largement le changement, parce que c'est vrai que quand on parle de transition écologique, quand on parle de transition numérique ou quand on parle de personnalisation du service ou du produit au regard des attentes de nos clients, bah, ça ne se fait pas tout seul. Il faut quand même un petit temps d'appropriation pour l'ensemble des collaborateurs, et ça s'accompagne au jour le jour, notamment pour les postes à la fois direction et puis management intermédiaire quand on est des structures de taille suffisante. Alors, ces évolutions d'ensemble, elles doivent donc, comme je vous le disais, être traduites sur un plan technique. Donc, les compétences techniques qui vont évoluer, elles sont vraiment extrêmement larges. Ça peut aller tout simplement de sourcer des matériaux ou des fournisseurs éco-responsables, indépendamment du secteur dans lequel on travaille, jusqu'à accompagner des collaborateurs sur la méthodologie applicable dans le cadre de la mise en œuvre du RGPD. On peut être sur des compétences de conception ou de développement, à la fois de solutions digitales pour traiter que ce soit sa billetterie ou peut-être plus simplement son système de gestion des ressources humaines en interne. Ça peut être de la mise en place de process de protection des données traitées pour être en conformité avec la réglementation. Ça peut être la mise en place d'un management collaboratif à distance. Ça, on a vu que c'était une attente de plus en plus forte de la part des salariés. Ou ça peut être encore la mise en place d'une communication digitale spécifique auprès de ses clients
pour leur montrer qu'on prend bien en compte leurs attentes toujours spécifiques. Ces fonctions techniques, elles vont également devoir diffuser les orientations stratégiques qui ont été prises dans les entreprises et les secteurs du périmètre de l'AFDAS. Donc, que ce soit la politique RSE qui a été nouvellement définie et impulsée, que ce soit les solutions digitales ou le système de gestion de données qu'il va falloir s'approprier enfin, en tout cas dans le cadre de ses activités quotidiennes, les nouvelles pratiques en matière de protection des données ou de sécurité, ou encore en ce qui concerne la professionnalisation de la fonction RH. Pour tout le monde, indépendamment de son poste, de son niveau dans les entreprises ou dans les structures, on a également pu voir que ces transitions et ces changements à l'œuvre allaient impliquer des besoins renouvelés en termes de gestes métiers quasiment au quotidien. Donc, sans vouloir tous vous les citer là, on en a quand même 3 catégories qui nous paraissent très frappantes. C'est d'abord celle de la transition écologique qui, pour tout le monde, au jour le jour, implique d'adopter au quotidien des petits gestes éco-responsables. Donc, que ce soit penser à éteindre son ordinateur ou mettre en place le tri au pied de son bureau, comme cela est demandé par son employeur. La transition numérique, elle nous a imposé à tous, parfois assez rapidement, de s'approprier de nouveaux outils et de nouvelles manières de travailler. Donc, c'est bien sûr tous les outils de visioconférence ou de travail à distance, les Teams, Zoom et autres supports qui peuvent être mobilisés, et pourquoi pas les supports pour la diffusion de webinaires de ce type. Et puis, on a enfin le sujet de l'ajustement des offres aux attentes des clients, qui demandent tout à la fois de mieux les connaître, les clients, et ça pour de très nombreux postes. Donc derrière, ça suppose de s'approprier, de mieux valoriser, mieux traiter et mieux savoir utiliser dans sa pratique quotidienne toutes les données, toutes les datas qu'on peut aujourd'hui produire sur ses clients utilisateurs et publics. Et puis également, pour tout le monde, d'adopter peut-être une posture un peu plus tournée vers le public et le client, ceci aux différents postes. Alors, une fois qu'on a identifié ces compétences et la manière dont elles évoluaient, la deuxième partie de notre travail, c'était de réfléchir à la manière dont on pouvait rendre lisible le niveau en fait auquel les différents métiers du périmètre de l'AFDAS étaient concernés. Alors, quand on parle du périmètre de l'AFDAS, on est sur un périmètre qui est quand même très large. On a 31 branches qui sont couvertes, donc sans les citer toutes, on a les télécoms, le sport, le spectacle vivant, l'audiovisuel, la presse. Donc rien qu'en disant ça, on voit très rapidement qu'on a une très grande diversité de métiers, des métiers très techniques, des métiers beaucoup plus tournés vers une relation au public, dans des métiers par exemple d'interprétation. Et on en a recensé au total des métiers plus de 400 dans le cadre de nos travaux, 400 dont on trouve des fiches formalisées dans les référentiels métiers de chacune des branches couvertes par le périmètre AFDAS, c'est-à-dire qu'il y en a sans doute beaucoup plus. Donc, on a essayé, dans le cadre de nos travaux, de construire ce qu'on a appelé une métacartographie. C'est pas un très joli mot, mais en tout cas, ça veut dire d'adopter une vision méta, parce que c'était la demande, c'était la commande, qui permettent de donner une lecture simplifiée, un peu rapide, mais qui a le mérite d'exister, et puis de donner surtout cette lecture intersectorielle qui était le cœur de nos travaux. Alors, la métacartographie, on l'a bâtie à partir des référentiels de branches, à partir des différents échanges et entretiens qu'on a pu mener dans le cadre de la mission. Et on est arrivé à 9 familles professionnelles qu'on peut repérer au niveau intersectoriel. Donc, ces familles, ce sont les métiers de la création. Ensuite, une famille de métiers de la conduite et de la gestion de projet. Une famille de métiers de l'informatique et des systèmes d'information. Une famille de métiers support et finance. Une famille de métiers de la production et de la fabrication.
une famille de métiers de la logistique, de la maintenance et de la sécurité, une famille de métiers développement des activités, donc là on est plutôt sur le volet marketing commercial, et puis enfin une famille de métiers de la relation aux clients et au public, qui est en elle-même très diversifiée, puisque ça va des métiers d'interprétariat jusqu'au métier de l'accueil, en passant par les services après-vente. Donc ça, c'est vraiment de notre point de vue une contribution modeste aux réflexions intersectorielles, qui a le mérite d'exister, et puis qui a aussi et surtout vocation à être enrichie, ajustée, précisée, voire martyrisée au fur et à mesure des travaux intersectoriels qui seront à venir. Ce petit schéma-là vous présente la manière dont on a représenté le niveau d'impact des lots de compétences pour chacune de ces familles de métiers. Donc il y a 2 axes sur ce schéma. L'axe horizontal, il part d'un niveau qu'on a appelé de modification des pratiques jusqu'à un niveau de nouvelles compétences, et finalement, c'est la profondeur de l'effet des évolutions en cours sur les métiers et les compétences de chacune des familles. À gauche, rangé sur le graphique, on est plutôt sur les familles de métiers qui vont avoir des effets, qui vont devoir ajuster, adapter leurs pratiques et leurs gestes professionnels, sans toutefois avoir un impact fort en termes de nouvelles compétences. À droite, par contre, on est vraiment sur des métiers dont nos analyses montrent qu'ils auront de nouvelles compétences et qu'il faudra les maîtriser pour les occuper, ces métiers. Sur l'axe vertical, là, on est sur l'axe de l'intensité des impacts sur les familles de métiers. Donc en bas, vous aurez des métiers qui vont être impactés principalement par un seul lot, c'est déjà pas mal. Et puis en haut, vous aurez des métiers qui vont être impactés par l'ensemble des lots. Donc le premier enseignement qu'on peut tirer de cette vision schématique, c'est qu'il n'y a pas une famille de métiers telle qu'on a pu les travailler dans le cadre de la mission qui échappe aux évolutions en cours. Chacune d'entre elles doit à minima adapter, ajuster ses pratiques parce qu'ils sont concernés par les évolutions apportées par au moins un des lots de compétences. Si on prend l'exemple en bas à gauche des métiers de la production et de la fabrication, ils ne sont concernés que par les évolutions liées à la transition écologique. Et pour ces métiers, le sujet, ça va être bien souvent de s'approprier et d'approprier dans les procédés de production, quels qu'ils soient, de nouveaux produits. Donc ça peut être des produits issus du terroir local, si on reprend l'exemple des métiers liés à la restauration, ou ça peut être de nouvelles encres, ou ça peut être plus largement des matériaux éco-responsables. Les métiers de la création, de leur côté, donc qui sont au milieu, ils vont tout à la fois devoir intégrer dans leur process, dans leur réflexion, eh bien, les sujets écologiques, peut-être pour dessiner des nouveaux décors, pour mobiliser de nouveaux matériaux. Ils vont bien sûr être impactés par les sujets réglementaires, et les évolutions autour du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Et puis, ils vont évidemment devoir prendre en compte les nouvelles exigences en termes de gestion de projet, dont on a pu voir qu'il fallait aujourd'hui aller toujours un tout petit peu plus vite, dans des délais un petit peu plus contraints, et avec des enjeux en termes de financement qui se complexifient. En haut à droite, vous avez les métiers support et finance, essentiellement des ressources humaines du côté administratif et des services juridiques, ainsi que les métiers de la gestion de projet et de structure. Donc là, on est autant sur des postes de direction que sur des postes d'animation de projet dans la durée. Et ce sont ces 2 catégories, ces 2 familles de métiers qui sont, d'après nos travaux, les plus impactées par les évolutions en cours. Alors, c'est pas étonnant à 2 titres. Le premier, c'est que bien sûr, on est sur des fonctions transversales, donc c'est tout à fait naturel de les retrouver avec à la fois cette intensité et puis cette profondeur d'impact. Mais c'est aussi que nous, dans le cadre de nos travaux, on a adopté une lecture intersectorielle sur l'ensemble du périmètre de l'AFDAS, et que là, pour le coup, ces métiers-là, ils sont vraiment présents partout. Donc c'est sans doute pour ces 2 raisons cumulées qu'on les retrouve
dans cette catégorie des métiers les plus impactés par les évolutions en cours. Donc, dernier point de nos réflexions, une fois qu'on avait les compétences qui évoluaient, les métiers qui étaient les plus concernés par ces évolutions, on a essayé de réfléchir à ce que cela voulait dire du point de vue des compétences sensibles, dont on pouvait penser qu'elles allaient, enfin, en tout cas dont le besoin allait s'amoindrir dans les années à venir, et puis de l'autre côté, aux compétences d'avenir. Alors, il y a un point transversal qui vous sautera aux yeux peut-être dès cette slide, mais aussi quand on passera à la prochaine, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de compétences sensibles finalement. On est plutôt sur un phénomène où on a des métiers qu'on pourrait dire augmentés, avec le besoin pour chaque collaborateur à chaque poste de maîtriser un panel de plus en plus large de compétences, que sur un phénomène de suppression de compétences. Donc, du côté de la transition écologique, les compétences d'avenir, ce sera vraiment savoir transformer, réparer, trier, prendre en compte et assurer la sobriété énergétique dans ses activités, savoir sourcer des matériaux et des fournisseurs nouveaux, éco-responsables, et puis sensibiliser et accompagner le changement sur cette dimension. Il y a des nouveaux métiers qui peuvent émerger en lien avec la transition écologique. Donc, le métier de référent RSE ou référent développement durable, on peut également appeler cette fonction éco-manager. Évidemment, là, on est sur un niveau de spécialisation qui nécessite qu'on ait une taille critique d'entreprise ou de structure pour avoir vraiment un poste dédié sur cette fonction, de manière plus sans doute réaliste dans des structures de petite taille. On sera sur une forme de casquette ou de référence qui s'ajoutera aux responsabilités de quelqu'un sur une autre fonction, en général assez transversale. Du côté de la transition numérique et des nouveaux usages, bien sûr, on a moins besoin de papier, donc toutes les compétences liées au papier sont moins nécessaires aujourd'hui qu'hier. Et puis, Rémi vous le disait tout à l'heure, on est quand même sur un phénomène d'automatisation, voire de robotisation de certaines tâches. Et il y a sans doute des compétences qui seront sensibilisées encore dans les années à venir pour tout ce qui touche au process totalement autonomisable. Du côté des compétences d'avenir. Alors, il y a bien sûr la donnée qu'il va falloir structurer, consolider, savoir de mieux en mieux analyser. Il y a les différents langages de programmation qui sont d'ailleurs un support au traitement un peu expert de ces différentes données. Et puis, pour chaque famille de métiers, il y aura des logiciels informatiques spécifiques, logiciels métiers, qu'il va falloir s'approprier. Là, on est moins dans quelque chose de nouveau que dans une tendance de renouvellement un peu perpétuel depuis de nombreuses années. Du côté des nouveaux métiers, ou en tout cas des métiers qui s'affirment, on peut avoir des nouvelles fonctions de web analyste, de data analyst, de référent cybersécurité, de data journaliste ou encore de data manager. On voit bien que c'est la data qui pousse énormément les nouvelles fonctions ou au moins les nouvelles dénominations. Du côté de la réglementation, on n'est pas tout à fait sur l'émergence de compétences d'avenir. On est plutôt sur l'apparition de nouvelles spécialisations. Elles ont toujours existé, ces spécialisations pour les fonctions juridiques. Et en lien avec la nouvelle réglementation, il va y avoir de nouvelles spécialisations. Donc, ça pourrait être des spécialisations autour du cyberharcèlement, de l'e-réputation ou encore de la protection du droit d'auteur qui pourront faire émerger des nouveaux métiers de spécialistes. Du côté de la gestion de projets, d'événements et de structures, on est moins sur des compétences très nouvelles que sur des compétences qu'il s'agit de renforcer, notamment dans les plus petites structures, donc en termes de gestion de projet, de finances, de maîtrise des méthodes agiles, de management à distance, ou là, peut-être quelque chose quand même qui émerge un peu plus ces dernières années, de développement d'une marque employeur. On n'a pas identifié de nouveaux métiers pour ce lot de compétences, on est plutôt sur un renforcement global sur des fonctions transversales. Du côté enfin des publics, des clients et des offres, pas de compétences sensibles, à part peut-être celles liées au marketing traditionnel uniquement. En tout cas, les compétences d'avenir, ce seront les compétences liées au marketing
omnicanal, l'adaptation au changement, l'analyse et l'utilisation des données pour toujours mieux connaître ses publics et ses clients, l'amélioration de l'expérience client, pardon, et puis les langues étrangères. Donc on a identifié des métiers peut-être un peu moins nouveaux que finalement en confirmation, parce que ce sont des métiers qui sont quand même existants, au moins sur d'autres secteurs depuis quelques temps. Donc le community manager, le social media manager ou encore le UX designer. Donc pour finir, hein, sur cette présentation un peu brève, les travaux ont fait émerger 5 enjeux pour l'action. Le premier enjeu, il s'impose de lui-même, hein, puisqu'on a des métiers qui augmentent, des compétences qui bougent et des besoins en développement des compétences qui sont affirmés. Eh bien, il va falloir l'accompagner, ce développement des compétences. Ça pourrait passer en partie par la création de certifications intersectorielles sur le périmètre de l'AFDAS, puisqu'on voit assez clairement, notamment sur le volet transition écologique ou sur le volet transition numérique, qu'il existe des besoins communs entre les différents secteurs. Il y a également des besoins persistants de professionnalisation des entreprises, avec des enjeux plus ou moins forts en fonction des secteurs et de la taille de ces entreprises et structures. Il y a un enjeu d'accompagnement des structures et des entreprises autour des enjeux RSE, et puis également autour de la construction de la marque employeur, dont on a vu qu'elle était aujourd'hui un levier fort pour le renforcement de l'attractivité. On sait qu'on est dans un contexte de tension au recrutement sur certains métiers, et il y a sans doute des choses à jouer pour les entreprises et structures du périmètre de l'AFDAS sur ce registre marque employeur. Merci Manon pour cette présentation très riche également. Là aussi, un rapport encore plus complet, encore plus riche existe et il peut être téléchargé sur le site des observatoires de l'AFDAS, observatoire.afdas.com. Nous mettrons l'adresse tout à l'heure. Le webinaire est également enregistré et il pourra être revu sur la chaîne YouTube de l'AFDAS. Je voudrais ajouter que cette seconde partie, en fait, elle constitue de véritables outils qui peuvent être utilisés pour construire des plans de formation, des référentiels de certification, des référentiels de formation, et qu'on a vraiment une analyse assez fine de l'impact de ces différentes tendances sur les grandes catégories de compétences. Puis pour faire face à ces enjeux, pour vous accompagner, pour accompagner les entreprises et les salariés dans l'anticipation et dans l'accompagnement de ces mutations, l'offre de services de l'AFDAS est une réponse. Hein. On pense, par exemple, pour faire le point sur les compétences au sein de votre structure, aux offres d'appui conseil RH et avec les déclinaisons RSE, par exemple, ou transition digitale. On pense bien sûr aux offres de services permettant d'accompagner le développement des compétences des salariés ou d'accompagner leur transition au sein d'une même structure, par exemple avec le dispositif de la PROA. On peut penser aussi également, Manon citait les tensions en recrutement, à l'offre de services permettant de recruter de futurs salariés en alternance, notamment les contrats de professionnalisation expérimentaux, les contrats d'apprentissage. Il y a une offre de services dédiée au sujet important de la RSE, vous en avez parlé tous les deux à plusieurs reprises, avec des outils de sensibilisation, des outils de formation et des outils d'accompagnement, ce fameux appui conseil RSE. Et puis enfin, je voudrais indiquer qu'il y a une offre de service, alors qui est plutôt destinée aux branches, une offre de service de l'AFDAS pour accompagner la création de certifications et qui accompagne notamment la création de certifications intersectorielles qui sont en cours actuellement. Pour mobiliser cette offre de service, vous pouvez contacter les conseillers emploi-formation au sein de vos délégations. Vous avez la possibilité d'entrer dans des rendez-vous, soit en face-à-face individuels, soit des rendez-vous collectifs, avec les rendez-vous AFDAS Connect ou AFDAS Zoom, sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez retrouver également l'offre de service via le site internet, vous abonner à la newsletter pour retrouver les actualités de l'AFDAS ou suivre les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn ou YouTube, sur lesquels vous retrouverez
la chaîne AFDAS avec les différents webinaires qui sont réalisés régulièrement, les AFDAS Decrypt notamment, et puis le site internet qui est dédié aux travaux des observatoires, avec l'adresse qui est ici, observatoire.afdas.com, sur laquelle vous pourrez télécharger l'intégralité des 2 études qui ont été réalisées, et site sur lequel vous pouvez accéder aux travaux qui sont dédiés à chacun des secteurs, avec une page dédiée au site des différents observatoires et qui renvoie vers les sites très fournis de certaines des branches professionnelles qui ont elles-mêmes un site dédié à ces travaux. Alors voilà pour cette présentation, et nous allons pouvoir répondre à plusieurs des questions que vous avez postées. Alors, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous pourrons ensuite individuellement récupérer les adresses et continuer à poursuivre les échanges en répondant individuellement. Alors, je vois qu'il y a 2 premières questions qui concernent l'accessibilité du rapport. Donc, effectivement, nous venons d'en parler. La présentation pourra être récupérée à la fin, oui, et les rapports complets de ces 2 études, donc à la fois des synthèses et des rapports complets très riches, sont accessibles sur ce site des observatoires et notamment sur la partie des travaux intersectoriels. Alors une question pour Rémi sans doute. Pouvez-vous redéfinir le terme de plateformisation, voire l'illustrer? Oui, la plateformisation, prenons comme illustration le tourisme, hein, où elle a vraiment été très influente depuis une quinzaine d'années maintenant. Pensez à Booking, pensez à Airbnb, pensez à TripAdvisor, ce sont des plateformes, enfin des acteurs qui sont purement des acteurs numériques et qui se sont développés en reprenant tout ou partie de fonctions, notamment en amont du processus touristique, et qui étaient jusque-là dévolues on va dire, aux acteurs traditionnels. Airbnb par rapport, par exemple, aux hôtels, le fait est connu, et donc ce phénomène de plateformisation, donc l'irruption d'acteurs nouveaux, 100% digital, très souvent, eh bien, a pour conséquence, dans tous les univers où ils s'installent, de remettre en cause les fonctions, les métiers, les compétences traditionnelles, hein. On a le même phénomène des taxis, par exemple. Rappelez-vous l'irruption d'Uber qui a obligé les acteurs traditionnels à se redéfinir, à redéfinir leurs services. Pensons à Amazon, hein, qui est la plateforme par excellence, et qui là révolutionne tout, puisqu'on peut tout faire sur Amazon. Voilà. Donc ce phénomène, il est en croissance forte, et il contribue à tout redéfinir. Donc soit les acteurs y répondent en redéfinissant leur propre offre, soit en lançant leur propre plateforme, puisque c'est ce qu'on voit dans d'autres secteurs. Je pense à celui de la distribution. Simplement, ils ont souvent un temps de retard, puisque les plateformes, par définition, arrivent et puis bénéficient souvent d'investissements énormes au départ, et donc peuvent se déployer très très rapidement en utilisant les compétences les plus percutantes. Et donc je pense que dans tous les univers, cette plateformisation de l'économie, elle est à l'œuvre, et elle risque de se poursuivre dans les années qui viennent. Merci Rémi. Alors, une autre question, avez-vous des analyses entre 2020 et 2022? J'imagine que c'est plus globalement des analyses effectivement liées à l'impact de la crise. C'est vrai que les premières analyses de cette étude ont démarré en 2020-2021 et qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis. La question revient notamment sur le sujet d'une conscience locale. Est-ce que ça n'a pas été une tendance ponctuelle qui serait liée à la crise et qui aurait tendance à s'estomper? Alors, nous n'avons pas cessé de faire des études depuis 2020. Une grande partie des enseignements qu'on a tirés et qu'on a projetés sur les prochaines années restent valides, hein. On a fait l'exercice en regardant l'ensemble des documents. Sur le local, je dirais il faut distinguer 2 choses. L'aspect économique et puis l'aspect conscience. Nous, ce qu'on voit effectivement, c'est que 2020 a été une année où les gens ont pris conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure, du rôle qu'ils pouvaient jouer au niveau local.
et de l'envie d'être solidaires des acteurs locaux. Donc ils ont été de fait, ils ont soutenu les producteurs, etc., les acteurs du monde local. 2021, les restrictions commencent à être levées, retour à la vie normale progressif. En effet, on voit que les gens reviennent à leurs habitudes pour certains. Donc, mais, et c'est là où c'est intéressant, c'est que effectivement les comportements apparaissent en retrait, mais la conscience est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui a été déposé en quelque sorte dans la tête des gens, la redécouverte du local. Et en fait, l'enjeu des 10 prochaines années, c'est un enjeu entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que la demande est là, mais effectivement, les publics, alors surtout en ce moment avec la crise économique, enfin, en tout cas, crise économique, je suis allé un peu trop fort. En tout cas, le retour de l'inflation, qui est un phénomène qu'on n'avait pas connu depuis très longtemps en France, il est évident que certains élans qui ont été nourris par la crise sanitaire, bon, il y a le local, il y a la consommation responsable, etc., sont en difficulté. Donc là, évidemment, la question, est-ce que c'est conjoncturel ou pas? Moi, je pense que la transition écologique n'est pas conjoncturelle, c'est une tendance de fond. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'elle prenne beaucoup plus de temps que prévu, avec beaucoup plus de tensions et de difficultés. Enfin, même, je suis presque sûr de ça. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais je pense que cette conscience locale est toujours là. Merci. Manon, est-ce que vous voulez compléter? Est-ce que vous avez vous voyez prendre des notes? Oui, je prenais des notes parce que ça faisait écho à la présentation qu'on faisait. Dans les travaux récents qu'on a pu mener avec soit des secteurs proches de l'AFDAS, soit dans d'autres secteurs, le sujet transition écologique et retour au local reste quand même très présent, hein. Donc effectivement, en termes de consommation, il va falloir regarder ce que ça va donner là dans les mois à venir. En tout cas, le sujet n'a aujourd'hui pas disparu et les besoins en ajustement des compétences restent réels. Juste une dernière chose sur le local, parce qu'il faut distinguer ce qui est de l'ordre strictement de la consommation, par exemple, effectivement, qui a plutôt tendance à baisser, mais pour des raisons économiques. Et puis, par exemple, j'ai cité tout à l'heure l'exemple du tourisme, il y a quand même beaucoup de Français ont redécouvert la France, leur propre région, à l'occasion des différents épisodes de crise sanitaire. Et c'est pas comme si ça allait disparaître du jour au lendemain, au contraire. Et d'ailleurs, les acteurs du tourisme l'ont bien compris, puisqu'ils savent qu'il y a une forte attractivité pour des régions qui étaient relativement délaissées jusqu'à présent. Donc non, moi je pense que c'est une tendance de fond qui va se poursuivre dans les prochaines années. Merci à tous les deux. Alors, une question qui peut être adressée davantage à l'AFDAS, des éléments intéressants, déjà, merci. Et envisagez-vous des réflexions avec des secteurs d'activité spécifiques pour décliner ces éléments, affiner les évolutions métiers et les compétences? Alors, effectivement, ces travaux qui ont été menés de façon intersectorielle, nous allons peut-être pouvoir réfléchir, branche par branche, et réfléchir à des déclinaisons et des travaux pour affiner les différents éléments et constats, donc discussion à venir avec les différentes CPNE. J'ai l'impression que nous avons répondu à l'essentiel des questions. J'en vois une dernière question peut-être qui apparaît. Et qui concerne plutôt la question de la partie de Manon concernant le renforcement des soft skills. Est-ce que c'est un enjeu majeur? Oui, c'est un enjeu majeur. On ne l'a pas présenté en tant que tel, en tant que lot de compétences en tant que tel, mais on a des soft skills qui irriguent en fait chacun de nos lots de compétences. Donc par exemple, sur le lot gestion de projet, on a quand même pas mal de choses autour du sens du collectif, du travail ensemble, qui effectivement sont renforcées, le mot est peut-être pas le bon, mais en tout cas qui sont modifiées, surtout en lien avec le travail à distance, qui a quand même un peu recomposé les collectifs de travail et interrogé la manière dont
continue à faire équipe et cohésion sans se voir tous les jours au bureau et de revoir un peu ces pratiques. Et puis on en trouve également de nombreuses traces dans le lot plutôt relatif aux évolutions des attentes et des besoins des publics et des clients, où on va retrouver tout ce qui est autour de la communication, de l'adaptation de sa posture à la nature de l'interlocuteur et du besoin qu'il nous expose. Donc elles n'ont pas été présentées avec un lot juste pour elles, ces soft skills, mais on voit bien qu'elles sont très importantes et vraiment distillées tout au long de nos analyses en termes d'évolution de compétences. Merci Manon. Une dernière question peut-être. Quelle sera la place des métaverses dans tout ça, dans l'industrie du spectacle vivant? Est-ce que vous avez déjà des analyses sur ces sujets? C'est le métaverse, c'est le mot magique en ce moment, tout le monde en parle, etc. Je pense qu'il y a une bulle conversationnelle qui est spéculative, qui est en train de se former autour de ce phénomène. Déjà, il existe surtout aujourd'hui dans le domaine du jeu vidéo, c'est là où il est vraiment très important. Il y a un certain nombre d'acteurs économiques qui investissent, alors ceux qui s'adressent au public des jeux vidéo, je pense à des marques dans l'univers du sport, à Nike par exemple, qui a créé son propre métaverse, etc., justement pour créer une meilleure relation, pour mieux communiquer et aussi pour vendre accessoirement les fameuses chaussures virtuelles dont on se chausse sur les univers virtuels, les réseaux sociaux. Et donc, et puis on voit l'industrie du luxe très active. On est dans une phase d'expérimentation. Alors le métavers, je pense que ça va se développer. Si on se projette à l'horizon 10 ans, il est évident que là, je pense les discours sont très en avant sur la réalité. Les gens qui sont sur le métavers, il n'y en a pas beaucoup en réalité. Donc on est plutôt sur un horizon plutôt 2025-2030. Mais alors, la question était sur le spectacle vivant. Je pense qu'il y a des opportunités pour créer des spectacles vivants sur le métaverse. Et donc, après, c'est une perspective assez lointaine. C'est-à-dire que c'est pas, à mon avis, avant 2030, on verra. Enfin, mais je pense que ça. Si vous voulez, nous, on a entamé une réflexion là-dessus. Je mentionne au passage, parce qu'on publiera ça probablement dans le deuxième semestre. On essaie de réfléchir sur quels seront les usages du métavers. C'est-à-dire, est-ce que ça sera. Parce qu'en fait, pour que ça devienne un outil au service de tous, et pas seulement soit des gamers, comme on dit, des joueurs de jeux vidéo ou de quelques commerçants, il faudra que ça trouve son utilité. Donc, est-ce que ça sera un outil de formation, un outil d'apprentissage? Donc, pour vous, c'est quelque chose de très important. Et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette direction. Est-ce que ce sera un outil culturel, soit de diffusion, une nouvelle façon de diffuser? On sait que dans certains univers, la musique, parfois, la diffusion est la seule façon de vraiment rentabiliser des artistes. Pour le spectacle vivant, est-ce que ça sera... Voilà, on est en pleine réflexion, personne ne connaît la fin de l'histoire. En revanche, il faut évidemment, il y a deux choses qu'il faut faire. C'est étudier ce phénomène, mais pas non plus succomber à cette métaverse mania qu'on voit actuellement, où tout le monde dit un peu n'importe quoi, souvent, parce que, comme d'habitude, on met la charrue avant les bœufs et on raconte des choses qui... rappelez-vous Second Life, pour ceux qui ont connu cet épisode il y a une vingtaine d'années. Second Life est mort de sa belle mort. On disait qu'on allait avoir notre avatar, etc. Donc voilà. Mais je pense que le spectacle vivant et la culture en général, évidemment, est naturellement vouée à trouver sa place dans cet univers. Merci beaucoup. Sur cette perspective du métaverse, nous arrivons au terme de notre heure et quart d'échange. Merci beaucoup à vous deux pour ces éléments très riches. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Merci pour vos questions. Et nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir.